Saviez-vous qu'un homme avait tenté de fusionner des singes avec des humains? Et ce n'est pas un épisode de South Park. La vie regorge de ces personnages incroyables dans l'histoire qui ont tenté des choses dégoûtantes. Oui, parce que Ilya Ivanovitch Ivanov, c'est un scientifique russe qui est très reconnu pour ses recherches sur la reproduction animale. Ce monsieur, il va naître en 1870 à Chirikji. Et Chigri, tout ça dans une ville en Russie, il va obtenir son diplôme à l'université de Kharkov en 1896 et va devenir professeur en 1907. C'était quelqu'un qui se débrouillait bien dans les études. Il va prendre un chemin un peu étrange. Au-delà des expériences absolument infâmes qu'il va tenter, ce monsieur il va faire des avancées extraordinaires pour la science, notamment dans l'insémination artificielle, notamment chez les chevaux. Mais évidemment, ce qui va le rendre célèbre, c'est pas de fourrer son bras dans des chevaux, non, c'est d'avoir tenté de fusionner des singes avec des humains. On est vers le début du XXe siècle et Ivanov il va présenter l'idée de créer un hybride entre l'homme et le singe. On est en 1910 et il y a un congrès de zoologistes qui va se passer dans la ville de Graz. Alors ici, il va parler de la possibilité d'obtenir ce type d'hybride grâce à l'insémination artificielle. Évidemment, cette idée, elle va choquer, mais aussi fasciner en même temps. C'est un public de scientifiques qui est curieux. On est en 1910, tout peut se passer. Ça va attirer l'attention des scientifiques du gouvernement soviétique. Eux, ils se disent, attendez, mais on peut faire des hommes singes, des hommes ours-porcs, tout est possible. Donc en 1924, Ivanov, il va obtenir l'autorisation de l'Institut Pasteur à Paris pour utiliser une station expérimentale de primates à Kindia. Ça se passe en Guinée française. À ce moment-là, Ivanov il va proposer de faire des inséminations artificielles avec des gamètes hommes humaines qu'on irait déposer dans des femelles chimpanzés. Mais également l'inverse, inséminer des femmes humaines avec des gamètes de singes. C'est ignoble, on est tous d'accord pour le dire. Il a tenté. Et donc pour financer son projet, il va réussir à obtenir un soutien financier du gouvernement soviétique qui est très intéressé par ses recherches, quelque peu saugrenues. En 1926, Ivanov va se rendre à Kindia, sauf qu'il va rencontrer des problèmes. Il va découvrir que la station, elle n'a pas de chimpanzés adultes prêts à se reproduire, qui est un gros problème puisque lui, il cherche à avoir la matière. C'est dégueulasse. Et donc il va retourner en France, mais il est déterminé à poursuivre ses recherches malgré tout. Là, il va superviser la capture de chimpanzés dans la forêt. Ivanov, il va réussir à inséminer 2 femelles chimpanzés, tout ça avec ce qu'il a pris sur des hommes, ce qu'il y a dans leur... vous voyez ce que je veux dire. Par la suite, il va essayer d'inséminer 3 femelles comme ça. Sauf qu'évidemment, ça ne va pas fonctionner. Les 2 premières chimpanzés ne tombent évidemment pas enceinte, et la 3e, elle va mourir peu après l'insémination. Donc là, il va se dire, bon, on va faire l'inverse, on va prendre des femmes humaines et on va leur mettre des gamètes de singes qu'on va prélever dans leur... vous voyez ce que je veux dire. À ce moment-là, le gouvernement français, il va dire, non, ça c'est pas possible, c'est dégueulasse. Il retourne en Union soviétique en 1927 et va chercher à reprendre ses expériences à Sukhumi, pardon. Là, il va espérer continuer son travail avec des femelles humaines. En 1929, il va obtenir le soutien d'un groupe de scientifiques, qui n'est autre que la Société des biologistes matérialistes, qui va s'intéresser fortement à ses recherches. Et là, il va décider qu'il lui faut à peu près 5 femmes, donc des femmes humaines, pour que son projet aboutisse. Sauf qu'en juin de la même année, Ivanov, il apprend que le seul mâle adulte qui pourrait être utilisé pour les expériences est mort. Le singe sur lequel il devait prélever des choses, il est décédé. Ivanov, il va arrêter ses expériences après 1930. Il va arrêter en raison de critiques politiques et scientifiques croissantes à l'encontre de ses travaux quelque peu étranges. Alors, je suis malade, donc si je parle un petit peu plus lentement que d'habitude, m'en voulez pas. Figurez-vous qu'il va être condamné à 5 ans d'exil quand même vers un centre de vétérinaires zoologistes. Et il mourra même pas longtemps après, puisqu'en 1932, il va passer l'arme à gauche. Donc à partir de son arrestation, Ivanov, il ne peut plus évidemment poursuivre ses recherches sur l'hybridation homme-singe, et donc ses projets, ils vont rester inachevés. Apparemment, il y a des hypothèses qui ont été émises, comme quoi il n'était pas impossible que ces expériences bizarres aient été à l'origine de la mutation du virus d'immunodéficience chez les primates, puis à sa transmission ensuite chez l'homme. Je vous rappelle que c'est le sida. Donc peut-être que cet homme a créé tout simplement le sida chez les singes, qui est ensuite arrivé chez l'humain. Arthur Schubartz, éleveur américain de 80 ans, vous savez les Américains ils veulent toujours des trucs énormes. Eh bien figurez-vous que ce monsieur a été condamné après avoir tenté de créer une espèce hybride de mouton géant. C'est vraiment un truc d'américain, je vous le dis. Entre 2013 et 2021, ce propriétaire d'un ranch dédié à l'élevage de gibier dans le Montana a illégalement importé de l'ADN prélevé sur un mouton Argali, qui n'est autre que le plus grand mouton de montagne du monde. Et donc ce mouton Argali, il est aussi connu sous le nom de mouton sauvage de l'Asie centrale, Ovis amon de son nom scientifique. C'est une espèce de mouton qui est ultra robuste, qui va vivre dans les montagnes, notamment en Mongolie, mais aussi en Chine et au Kazakhstan. Il est évidemment connu pour sa taille énorme comme son nom l'indique, ses cornes enroulées, sa fourrure épaisse qui lui permettent de survivre dans des climats extrêmement rudes. Ce monsieur Arthur a eu la bonne idée d'importer de l'ADN de ce mouton géant pour le fusionner avec
avec ces petits moutons américains. Schubart, il a fait cloner 165 embryons dans un laboratoire, ce qui a conduit à la naissance en 2017 d'un mouton Argali qu'il va nommer Marco Polo. Et donc avec l'aide d'au moins 5 complices qu'on n'a jamais identifiés, il a ensuite utilisé les gamètes de cet animal énorme, un animal qui a été créé en laboratoire, je vous rappelle, tout ça pour inséminer des brebis et créer une descendance de moutons géants. Parenthèse, je sais pas si vous connaissez ce truc dans la chasse où il y a des mecs qui vont payer pour aller tirer sur des animaux qui sont dans des cages, c'est-à-dire enfin dans des cages, dans des grands enclos ouverts, enfin des enclos fermés du coup, mais des champs en fait. Donc il y a des mecs qui vont lâcher des animaux, les mecs ils sont assis sur des transats et ils tirent dessus. Autant vous dire qu'on est sur le summum de la chasse. Je sais pas qui fait ce genre de choses, mais voilà, ça existe. En France, ça existe aussi. C'est vraiment payé pour sécher des animaux qui ont rien demandé. Et donc en fait, le but de cet américain texan, c'était justement d'avoir des moutons énormes qui pouvaient lâcher dans des enclos comme ça, et où des gens qui paieraient très cher pourraient tirer dessus, comme des cibles vivantes. Je vous dis, c'est les bas-fonds là, vraiment de la survie. Ces expériences ont donné naissance à environ 215 animaux hybrides mélangeant moutons, chèvres et autres grands mammifères. Alors aussi fou que ça puisse paraître, son projet il a porté ses fruits. Vous avez des mammifères impressionnants qui ont vu le jour, pouvant atteindre 136 kg avec des cornes mesurant jusqu'à 1,5 m de long. Bon, alors faut savoir que son plan diabolique il a finalement pas duré. La justice elle a mis son nez dedans, elle a mis un terme à son rêve de chasse extravagant. L'homme il a fait face à des accusations pour avoir enfreint plusieurs lois, notamment le Lacey Act, qui est une législation de 1900 qui encadre l'importation d'espèces exotiques. Tout ça évidemment afin de protéger les écosystèmes américains. Pas de bol, et ce qui devait arriver arriva, vous avez un début d'épidémie qui va commencer à se propager. Parce que quand vous faites venir des espèces comme ça qui ont rien à faire là, ça se passe jamais très bien. Hein, la nature n'aime pas trop ça. Et donc la justice a mis fin à tout ce bazar et tous les animaux ont malheureusement été euthanasiés. Évidemment, l'hybridation, elle va susciter pas mal d'intérêt pour les scientifiques, mais notamment dans le domaine de la médecine, ça peut être très intéressant. Par exemple, pour la transplantation d'organes. Récemment, il y a des chercheurs qui sont basés à Pékin qui ont réalisé une avancée majeure en créant le premier cochon hybride doté de cellules vivantes de singes. L'homme ours porc, on y arrive les potes. Je veux parler bien entendu du terrible homme ours porc. Alors je crois qu'on fait des valves de cœur sur des porcs déjà. On va modifier des cochons génétiquement il me semble et on récupère les valves après sur... Bon, faut sacrifier le cochon. Si on revient sur notre cochon, mi-singe, dans le cadre de cette recherche, les scientifiques ont implanté des cellules de primates dans des embryons de porcs. Sur les plus de 4000 embryons manipulés, seulement 10 sont menés à une grossesse à terme chez des truies. Alors c'est important de noter que ces porcelets, bien qu'ayant une apparence normale, ils ne sont pas des créatures à mi-chemin entre le cochon et le singe. On n'est vraiment pas sur South Park, il n'y a pas une oreille de porc, un morceau de singe, non. Et en plus, sur les 10 porcelets qui sont nés, seulement 2 ont montré des traces de cellules de primates, mais ces 2 animaux sont décédés dans les semaines suivant leur naissance, sans qu'on ait su pourquoi ils étaient morts. Peut-être parce qu'ils avaient des cellules de singe dans leur corps qui avaient rien à foutre là. Je sais pas, peut-être. Les cellules souches de macaques crabiers cultivées en laboratoire ont été injectées dans les embryons, permettant ainsi aux chercheurs de suivre leur évolution. Tout ça grâce à une protéine fluorescente appelée le GFP. Et donc cette méthode, elle aurait également permis de désactiver certains gènes de primates, facilitant l'injection dans les embryons porcins. L'objectif principal de ces recherches n'est pas de créer des êtres hybrides, mais plutôt de concevoir des animaux dont les tissus et organes pourraient par la suite être utilisés pour des greffes. Cette technique, elle s'inscrit dans une démarche plus large, visant à pallier évidemment le manque d'organes disponibles pour les patients en attente de transplantation. Auparavant, les cellules humaines ont été intégrées à des embryons de cochons. Les chimères, comme on les appelle, ont déjà été créées par le passé, notamment entre des rats et des souris. Vous avez en 2017 des cellules humaines qui ont été injectées dans des embryons de porc. Alors dans ce cas-là, vous avez aucune grossesse qui a été menée à terme, ça n'a pas fonctionné. Évidemment, le débat éthique entourant l'hybridation est extrêmement complexe, et les embryons qui sont utilisés dans ces recherches, ils vont être détruits avant 14 jours. C'est une période qui est considérée comme étant la ligne rouge éthique à ne pas franchir, au cours de laquelle on peut déterminer la présence d'un ou plusieurs embryons. Les experts en bioéthique vont estimer que tant que les embryons ne sont pas implantés pour donner naissance, ces pratiques sont relativement acceptables d'un point de vue éthique. En revanche, les préoccupations plus profondes émergent lorsque l'on évoque la possibilité de développer des spermatozoïdes ou des ovules humains chez des animaux, ce qui pourrait théoriquement permettre la reproduction d'êtres humains. Il y a un autre défi majeur, c'est l'implantation de cellules humaines dans le cerveau des animaux, ce qui pourrait influencer leur cognition ou leur conscience. C'est-à-dire qu'on pourrait créer des animaux qui ont un peu la conscience d'un humain. Vous avez des chercheurs chinois qui ont récemment implanté un gène humain dans le cerveau de macaques, entraînant une amélioration de leur mémoire. Cette zone d'intersection entre les capacités cognitives et les traits humains va soulever évidemment des questions éthiques. Vous n'allez pas faire forcément un animal qui ressemble à un humain, mais vous pouvez faire peut-être un animal qui est aussi intelligent qu'un humain. Imaginez un macaque de 1 mètre qui vient à l'école
avec vous, parce qu'il est aussi intelligent que vous. Genre, il te met une drill à la dictée. La recherche sur les chimères, elle est souvent réalisée dans les pays où les réglementations sont un petit peu moins strictes. Vous avez en Chine, par exemple, la possibilité, alors ça a un peu rien à voir, mais de cloner votre animal qui est mort. Je crois que ça coûte à peu près 100 000 $, hein, je vous mettrai le site en question. Si votre animal décède, ou avant qu'il décède, vous envoyez un petit morceau de lui, hein, un petit bout de prélèvement, et on vous fabrique le même, 100 000 balles par contre. Les chercheurs qui sont implantés dans cette étude à Pékin, ils ont affirmé que de telles expériences n'auraient pas pu être menées en Espagne, où les lois sont absolument plus restrictives. Alors aux États-Unis, bien que la recherche sur les chimères ne soit pas interdite, vous avez un moratoire sur le financement public qui entrave le progrès. En revanche, au Canada, la création d'embryons hybrides, comme ceux conçus en Chine, serait relativement légaux, mais soumis à des limitations strictes en matière de financement public. Il y a toujours ce côté de est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça, parce que c'est les impôts des gens hein, qui financent ce genre de choses. En Chine, on demande un petit peu moins l'avis aux gens. Bon, récemment, il y a une équipe de scientifiques britanniques qui a réussi à recréer un embryon hybride entre des cellules humaines et bovine. On parle d'une vache et d'un humain fusionnés. Évidemment, là encore, ça va soulever une vive controverse, sauf que dans ce cas-là, ça peut mener à de réelles découvertes, notamment pour la maladie de Parkinson ou même le diabète. Comment ils ont finalement fusionné un humain avec un bovin? Eh bien, le processus mis en œuvre par l'équipe de l'université de Newcastle, il va consister à utiliser un ovule de vache, dont le noyau va être retiré. Les chercheurs y injectent ensuite de l'ADN qui va provenir de tissus humains. Ça va permettre de créer des embryons qui vont commencer leur division cellulaire. Et dans au moins un cas, l'équipe a réussi à faire croître l'embryon jusqu'à 32 cellules qui ont survécu pendant 3 jours. Alors, bien que cela ne soit pas encore suffisant pour leur objectif, les scientifiques ils espèrent prolonger la survie des embryons à 6 ou 7 jours, ce qui leur permettrait d'extraire des cellules souches. Ces cellules elles vont posséder des propriétés prometteuses, notamment pour les maladies qu'on a vues juste avant et peut-être même d'autres. Donc le recours à des ovules de vache il va se justifier par le besoin croissant d'ovules humains, dont la collecte va nécessiter une intervention chirurgicale. Les femmes qui acceptent de donner leurs ovules le font généralement dans le cadre de traitements de fécondation in vitro, conservant les embryons les plus viables pour leur propre utilisation. Évidemment, les embryons les plus nuls, ils vont pour la recherche et on garde les meilleurs pour la reproduction. L'utilisation d'ovules bovins, ça va permettre de contourner ce problème de logistique et de quantité. Malgré tout, vous avez énormément de scientifiques qui pensent que tout ça ne sert à rien et que ça ne fonctionnera pas, qu'on a besoin d'ovules humains pour faire ce genre de test. On a réussi à fusionner un orque et un dauphin, ça s'appelle des wolfins, je vous jure. Ces animaux qui sont assez rares, ils sont principalement observés en captivité, car l'hybridation entre ces deux espèces, elle est extrêmement peu probable dans la nature, en raison de leur habitat et leur comportement de reproduction distinct. Les wolfins, comme on les appelle, ils présentent une apparence intermédiaire entre leurs deux parents, avec une coloration grise et blanche et une taille généralement supérieure à celle des dauphins, mais inférieure à celle des orques. Voilà, ils ont pris un petit peu la moite-moite, quoi. Leur comportement social et vocalisation, il correspond aux caractéristiques des deux espèces, bien que leur comportement exact puisse varier selon l'environnement. Là, on n'est pas vraiment sur de la manipulation génétique, hein, c'est des espèces qui apparemment peuvent se reproduire dans la nature, donc elles sont compatibles. Alors d'un point de vue génétique, un animal hybride, il va résulter du croisement de différentes lignées. Souvent, les personnes qui ne sont pas dans le domaine scientifique vont penser que l'hybridation, elle concerne uniquement la reproduction entre deux espèces différentes. Alors en réalité, ce phénomène peut également se produire entre des sous-espèces ou des populations au sein d'une même espèce, qui se différencient par certains traits ou caractéristiques. Il y a de l'hybridation, je veux dire, de bas niveau. Et donc ces sous-espèces, elles peuvent avoir des périodes de reproduction différentes et des comportements variés qui les rendent moins enclins à s'accoupler. Cependant, si elles trouvent un partenaire, eh bien, elles peuvent donner naissance à des hybrides tout à fait normaux. Vous avez par exemple le ligre, qui est tout simplement un croisement entre un lion et un tigre. Donc ça donne un animal qui est stérile, qui peut pas se reproduire, mais ça fonctionne. Et récemment, les scientifiques ont identifié 7 espèces de cette moufette, dont certaines se ressemblent énormément et cohabitent dans les mêmes zones, mais qui se reproduisent à plusieurs mois d'intervalle. Vous avez également beaucoup de poissons qui créent des hybrides sans le vouloir. Par exemple, chez les salmonidés, donc les saumons et les truites, on va observer des cas d'hybridation entre différentes espèces, comme le saumon atlantique et le saumon chinook. Et de même, certains poissons-chats peuvent s'hybrider avec d'autres espèces de poissons-chats lorsqu'ils se trouvent dans la même zone, parce que vous savez que des poissons-chats, il y en a énormément de sortes. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du ligre, mais il y a aussi ce qu'on appelle un tigon ou tigeon, je sais pas comment on dit. Le ligre, c'est un lion, donc un mâle avec une femelle tigre, et le tigeon, c'est une femelle, donc une lionne, avec un mâle tigre. Alors faut savoir que ce type d'hybridation, il est presque impossible dans la nature. Les endroits où se déplacent les lions et les tigres,
tigre ne se chevauchent quasiment jamais. C'est à peu près pareil pour le kama, qui est un croisement entre le lama et le dromadaire. C'est deux espèces séparées par l'Atlantique, mais évidemment vous avez des chercheurs qui se sont dit « Attendez, mais on va faire s'accoupler des dromadaires avec des lamas, les gars !» Alors du coup, ils ont créé un animal qui a de l'eau à l'infini dans sa bosse et qui est capable de cracher à l'infini. Incroyable! Les chevaux, mais plus globalement les équidés, ils s'hybrident très souvent. Les mules, par exemple, elles proviennent d'un croisement entre un âne et un cheval. C'est un hybride. Une espèce de chimère un peu bizarre. Tandis que les zèbres et les chevaux, ça va donner le zorse. Ça, je savais même pas. Mais vous avez comme ça un tas de combinaisons possibles. On est sur le Rubik's Cube de la vie, quoi. Tout est possible. Quasiment. Singe humain, ça ne marche pas. En 2019, vous avez des chercheurs qui ont prouvé pour la première fois que les narvals s'accouplent parfois avec des belugas, engendrant ainsi un hybride qui s'appelle le narluga. J'aurais même dit le narvalo. On recense également au moins 20 hybrides issus de diverses espèces de dauphins et de baleines. Tout ça à l'état sauvage ou même en captivité. Alors ce phénomène, il n'est pas uniquement limité aux mammifères. On a observé des cas d'hybridation entre des crotales des bois et des crotales du Texas, ou même des crocodiles d'Amérique et de Cuba, mais aussi des esturgeons du Danube et des poissons spatules. Une orgie géante, les amis. Vous avez également des truites fardées, avec des truites arc-en-ciel qui ont reproduit des trucs. Et aussi chez plusieurs insectes, comme des fourmis, des abeilles, des guêpes et des termites. Alors pas tout ça mélangé, hein, évidemment, mais entre espèces. Il y a aussi les plantes qui peuvent évidemment s'hybrider, avec des taux à peu près similaires à ceux des animaux. Les hybrides les plus fréquents sur Terre pourraient être finalement nous, les humains modernes, qui portent des informations génétiques issues de croisements avec d'autres hominidés disparus aujourd'hui, comme l'homme de Néandertal, ou même l'homme de Denisova. Alors, est-ce que les animaux hybrides sont rares? La réponse est non. Bien qu'ils puissent sembler inhabituels au premier abord, les animaux hybrides seraient en fait assez courants. L'hybridation, elle est particulièrement bien documentée chez les oiseaux, elle touche environ 10% des plus de 10 000 espèces connues. Il y a des scientifiques qui estiment que le nombre d'hybrides, il pourrait même augmenter d'ici les prochaines années, notamment à cause du réchauffement climatique, la fonte de la banquise, qui va pousser par exemple les ours blancs à passer plus de temps sur la Terre, ou ils pourraient croiser des ours bruns qui vont migrer vers le nord. C'est une sorte de grand remplacement d'ours blancs. Ce croisement-là pourrait donner naissance à ce qu'on appelle des pislis, ou bien des gros lards, ce n'est pas moi qui le dis, un mix entre des ours blancs et des ours bruns. Alors, est-ce que l'hybridation est une bonne ou une mauvaise chose? Alors bien que ce phénomène ne soit pas synonyme de catastrophe génétique, eh bien il garantit très peu souvent une création d'espèces plus robustes que la première. Les ligueurs par exemple, ils sont souvent sujets à des problèmes de santé avec une croissance rapide et des soucis cardiaques. Les ligueurs, c'est les lions-tigres, c'est en anglais. Les espèces parents, elles peuvent également avoir des divergences génétiques incompatibles, comme un nombre différent de chromosomes. Ça va expliquer pourquoi des animaux hybrides sont souvent stériles, rendant leur descendance incapable de se reproduire, ce qui limite évidemment les chances d'un parent de transmettre son patrimoine génétique. L'hybridation, elle peut également poser problème si l'une ou les deux espèces parents sont menacées d'extinction. Lorsque les gènes d'un animal deviennent rares, ils risquent d'être remplacés par une nouvelle combinaison de gènes d'un hybride. Ce phénomène, il est connu sous le nom de pollution génétique. C'est même l'une des principales menaces qui pèsent sur le loup rouge du sud-est des États-Unis en raison des croisements avec des coyotes. Alors récemment, l'apparition pour la première fois d'un chien-loup hybride va faire craindre à une prolifération de l'animal au détriment du loup européen, une espèce sauvage génétiquement différente qui risque de se retrouver en danger d'extinction. Je pense qu'il y a des bergers qui seraient très contents qu'il n'y ait plus de loups. C'est compliqué la cohabitation évidemment. Et donc ce loup hybride, il ressemble beaucoup à un loup sauvage, mais son pelage il est beaucoup plus clair. Un chien-loup hybride surnommé le blond a été vu pour la première fois en 2020 dans le Val de Suse, tout ça en Italie. Alors, depuis cette découverte, vous avez certains experts qui s'inquiètent d'une possible prolifération de cet animal. En 2020, on avait aperçu seulement un animal et aujourd'hui, il existe plein de meutes d'hybrides. Donc comme ça, ils grappillent du terrain, ils prennent le dessus sur les espèces. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'hybridation, elle peut aussi introduire des gènes bénéfiques, tels que ceux conférant une résistance aux pesticides. Si ces gènes aident l'hybride à survivre et à se reproduire, eh bien, il pourrait se propager au sein d'une population, un phénomène qui s'appelle l'introgression adaptative. Sauf que la plupart du temps, eh bien, l'hybridation, elle n'a ni d'effet bénéfique ni préjudiciable. Elle est probablement sans incidence. On parle bien d'hybridation naturelle, qui se fait dans la nature. Je pense qu'il faut faire la différence entre l'hybridation et les OGM, par exemple, pour les plantes. Les OGM, on va modifier le code génétique d'une plante, d'une graine, pour en faire une plante, par exemple, qui est résistante aux pesticides, sans forcément lui intégrer les gènes d'une autre plante. L'hybridation, c'est vraiment deux espèces qui vont se croiser dans la nature ou en labo. C'est pas tout à fait pareil, faut faire attention. Comme je vous le disais, dans la nature, les plantes, elles vont s'hybrider en échangeant du pollen. Vous avez par exemple certaines roses qui produisent plein d'hybrides. Le maïs peut également se croiser avec d'autres variétés. En revanche, les scientifiques et les agriculteurs peuvent également créer des hybrides en contrôlant les croisements. Par exemple, on a essayé de croiser un melon avec du concombre. Alors je sais pas ce que ça a donné exactement, si on a une image, et le nom de cette
cette chose, si on peut l'afficher ici, ce serait très rigolo. Un melombre, un concomble, un concolon, un colon. Je vous laisse avec cette vidéo, évidemment, comme d'habitude. À très vite chez Toony.